Bonjour Alex. Bonjour Isabelle, Bonjour Alex. comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, très bien. Bon, je suis pas inscrit, c'est une de mes collègues médiatrices qui m'a passé le lien, ça dérange pas? Pas du tout, il n'y a pas de problème. Par contre, là, je suis en train de voir comment on peut partager. Ah. On t'a autorisé à partager là? Oui, je commence la visio. Il n'y a encore personne d'arrivé? Non. Alors si c'était Est-ce que inscrit tu dans vois l'écran? dans la médiation, c'est ça? Oui. Est-ce que tu vois l'écran là? Alors attends, tu sais, je suis sur mon Moi, téléphone, moi, alors il moi, faut que je je me vois déconnecte. Isabelle. Moi, D'accord, je parfait. vois. Il y a, à part Alex, il y a Sciences Po Alumni et puis il y a deux autres participants. D'accord. Alors là, j'ai un problème, c'est que j'arrive pas. Voilà, c'est bon. Donc, bienvenue à ceux qui viennent de se connecter. Bonjour, Bonjour. Bonjour. Bonjour Sophie. comment ça va Isabelle? Ça va? Nous attendons une vingtaine de participants qui se sont inscrits. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont s'inscrire à la dernière minute. D'accord, je finis mon repas. Les gens se connectent petit à petit. Bienvenue à ceux qui se connectent.
Bonjour. 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 Alors les gens, enfin, tout le monde se connecte petit à petit. On va attendre quelques minutes, Valérie. Oui, oui, oui. Il y avait une vingtaine de participants prévus. Est-ce qu'Isabelle, t'arrives à avoir ton partage d'écran et la galerie à côté? Oui, oui, pas entièrement, mais au fur et à mesure, je note aussi ceux qui viennent. Donc là, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent. Peut-être qu'on peut commencer et ça va faire venir les autres. Peut-être attendre une minute quand même. Bonjour. Bonjour. On va peut-être commencer en effet. Hmm. Alors, bienvenue à tous sur ce webinaire, les organisations syndicales et la médiation. On va vous présenter avec Valérie les résultats d'une enquête qualitative sur les regards des principaux syndicats sur la médiation et sur leurs pratiques. Je suis accompagnée de Valérie Roger. Dans ce webinaire s'inscrit dans une série cette semaine de webconférences proposées par le groupe des ressources humaines de Sciences Po Alumni et dans le cadre de la semaine de la médiation du 11 au 18 octobre. Certains peut-être ont assisté à quelques conférences. Là, celle qui reste, c'est celle d'aujourd'hui, celle de demain avec la médiation ou l'art de transformer les risques de litige en opportunités. Et celle du 18, c'est les spécificités de la médiation dans un collectif. Ces conférences sont organisées dans le cadre du RME, donc du réseau des médiateurs en entreprise. C'est un réseau de médiateurs expérimentés, réseau national dont l'ADN est la connaissance fine des organisations, parce que nos médiateurs ont travaillé avec des entreprises, soit ils travaillent avec les entreprises régulièrement. Et notre spécificité, c'est la médiation sur les relations du travail. Euh, je vais me présenter. Donc, Isabelle Lacour, je suis médiatrice assermentée auprès de plusieurs cours d'appel et j'effectue très régulièrement des médiations interpersonnelles et collectives dans tout type d'organisation. J'accompagne aussi l'accompagnement des transformations sur
le plan de prévention des risques psychosociaux. Et dans ce cadre, je suis amenée souvent à faire de la facilitation et du coaching. J'interviens aussi en parallèle dans des formations continues à l'INSP, l'Institut national du service public, ex-ENA, sur les domaines de la médiation et aussi le management par rapport à la prévention des RPS. Et j'interviens aussi à IFOMEL, à l'Institut de formation et de négociation et de la médiation, dans le cadre du DU1 et du DU2 en médiation. Auparavant, j'ai été pendant 23 ans, j'ai eu des responsabilités dans de grands groupes, notamment comme chef de projet. Je vais te laisser te présenter, Valérie. Oui, Valérie Roger. Moi, j'ai une double formation Sciences Po et psychologie clinique. Et j'interviens depuis 30 ans en tant que consultante indépendante autour de ce qui me passionne, moi, c'est la facilitation des relations au travail. J'aime dire que ce que je cherche à faire, c'est soigner les relations au travail. Et donc, j'interviens pour ça avec différentes casquettes, la médiation, le coaching, et puis je fais également des diagnostics de prévention des risques psychosociaux et des missions d'écoute. Je forme parallèlement des représentants du personnel d'un syndicat sur la relation d'aide, comment accompagner des salariés tout en se protégeant. Et puis, je suis également l'auteur d'un livre chez Duno qui s'appelle Faire face à l'agressivité et au harcèlement. Ah, je vais essayer d'agrandir le transparent, le slide. Alors, nous allons vous présenter le cadre de l'enquête. Donc, nous avons réalisé cette enquête au sein d'un groupe de travail du RME sur 2 ans, hein, depuis 2023, même fin 2022, avec une méthodologie particulière. Donc, on a réalisé une vingtaine d'entretiens de 45 minutes environ. Et le choix, c'était d'avoir des entretiens avec des représentants syndicaux de tout type de syndicats et des représentants et de fédérations et des représentants locaux sur toute la France et avec un questionnaire semi-directif. Et l'objet de cette enquête a fait l'objet d'un article sur Miroir social, dans lequel on fait aussi également une synthèse et on pourra vous le communiquer si vous le souhaitez. Alors, dans la présentation de ce webinaire, on va faire une présentation d'une demi-heure d'exposé et puis ensuite on répondra à vos questions. Donc, on vous invite à garder vos questions pour les poser à la fin ou à les noter au fur et à mesure dans le chat et on y répondra ensuite. Euh, Avant de vous exposer les résultats de l'étude, on aimerait, Isabelle et moi, connaître un petit peu mieux qui vous êtes afin de pouvoir ajuster notre propos. Donc, je voudrais vous demander si vous en avez la possibilité de mettre dans le chat juste vos fonctions, enfin que vous êtes représentant du personnel, RH, salarié, médiateur, ce qui nous permettra d'avoir un petit peu une idée. Et je salue les médiateurs du RME qui sont présents. Il y en a quelques-uns. Alors, on a beaucoup de gens représentés, un représentant syndical, des gens médiateurs ou en formation à la médiation, coach et facilitatrice relationnelle, avocate en droit du travail, droit commercial, médiatrice, responsable diversité, QVCT et médiatrice et avocate, médiatrice familiale qui s'intéresse à la matière sociale, directeur de cabinet de prévention de risques psychosociaux, médiatrice du travail en Suisse,
médiatrice, IPRP, juriste, salarié, médiatrice. Donc de médiateurs. Bonjour à vous tous. Alors donc je vais vous présenter, on va vous présenter cette enquête. Tout d'abord, nous allons vous parler des freins liés à la méconnaissance de la médiation par les organisations syndicales. Ensuite, la difficile articulation entre la prescription de la médiation et le positionnement des organisations syndicales. Et enfin, les bénéfices pour les organisations syndicales quand ils y ont recours, et notamment avec l'illustration de 3 situations réelles. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas la médiation et qui n'ont pas pu assister au jour précédent, notamment où elle a été bien expliquée et bien présentée lundi, c'est de vous rappeler ce qu'est la médiation très brièvement. Alors, c'est un processus structuré qui permet de restaurer la communication souvent rompue entre plusieurs personnes en conflit ou en tension relationnelle pour leur permettre de trouver des solutions amiables qu'elles ont co-construites et de façon durable. Donc, avant tout, c'est un espace de dialogue pour restaurer la communication et la relation, on s'intéresse à la relation en médiation, et cet espace est régulé et cadré par un médiateur, cadré et sécurisé. Les gens peuvent s'exprimer de façon sécurisée, et par un médiateur qui est un tiers impartial, qui ne prend parti ni pour une personne ni pour une autre, neutre, qui ne guide pas vers une solution et qui ne projette pas son cadre de référence, et indépendant. Il est indépendant notamment du fait que la médiation a une obligation de moyens et non pas de résultats, et il n'y a pas de conflit d'intérêts. Il ne connaît pas les personnes en médiation normalement. Les principes fondamentaux, c'est la confidentialité. Tout ce qui se dit en médiation reste en médiation et ne peut pas être utilisé par la suite, notamment dans le cadre de procédures judiciaires. Et bien entendu, il y a un engagement libre et volontaire de toutes les personnes à tout moment. Un participant de la médiation peut mettre fin à la médiation et se retirer. Le médiateur aussi lui-même peut mettre fin à la médiation. C'est très rare, mais ça peut arriver. Et enfin, la différence entre médiation conventionnelle et juridictionnelle, c'est que la médiation conventionnelle, c'est à l'initiative de quelqu'un dans une entreprise, proposée par le DRH ou par d'autres personnes. On a vu aussi, ça peut être les syndicats. À la différence de la médiation juridictionnelle qui est plus judiciaire, c'est-à-dire proposée par un juge la plupart du temps. Alors, Valérie, euh, ce qui est apparu dans cette étude, c'est qu'il y avait des freins pour les organisations syndicales à parler de la médiation. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors c'est ce qui est apparu effectivement en premier, c'est les freins liés à différentes choses, mais en particulier une vision absente et souvent erronée de la médiation. Le terme médiation, tout le monde le connaît, et pour les syndicats comme pour nous tous. Par contre, ce à quoi ça se réfère est parfois plus flou. On connaît la médiation familiale, on entend parler également de médiation culturelle, de médiation sociale. Et au final, c'est un peu comme si la médiation, c'était un mot valise que tout le monde connaît, mais dont on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Euh, alors, en conséquence, lorsque les représentants syndicaux ont une vision parcellaire ou floue de la médiation, c'est difficile pour eux de trouver les mots pour la proposer, voire même pour y penser. Comme le dit l'un d'entre eux, euh, il faudrait une sensibilisation des militants de terrain pour qu'ils puissent déclencher une médiation avant que le conflit ne s'enquiste. Il faut savoir quoi dire à l'employeur pour qu'il déclenche le dispositif. La deuxième chose, c'est que l'étude montre une confusion fréquente entre médiation et différents termes comme la négociation, la transaction ou la conciliation.
les organisations syndicales sont bien présentes sur le champ de la transaction et de la négociation quand elles accompagnent un salarié qu'on veut licencier. Il s'agit là d'obtenir la compensation du préjudice et de maximiser aussi les sommes perçues. Par rapport à la conciliation, la différence est peut-être un petit peu plus ténue. Je vais me permettre de prendre un petit moment pour vous l'expliquer. Dans la conciliation, le conciliateur va s'efforcer de rapprocher deux points de vue antagonistes en essayant de guider l'une et l'autre des parties vers soit un compromis, soit une solution qui apparaît comme la plus logique et que souvent le conciliateur a déjà en tête. Donc, par exemple, dans un conflit entre un manager et un salarié, il va aller voir le manager en disant, mais peut-être ton salarié, il n'est pas si noir que ça. Et puis, il va aller voir le salarié en disant, mais peut-être tu ne te rends pas compte, mais quand tu fais telle chose, ça risque de ne pas plaire à ton manager. Est-ce que vous ne pouvez pas l'un et l'autre mettre de l'eau dans votre vin et arriver à un compromis? Alors que dans une médiation, Isabelle vous l'a indiqué tout à l'heure, le médiateur, il apporte le cadre, un cadre sécurisé, mais il n'intervient pas sur le contenu. Alors, tu nous dis que l'image de la médiation est floue pour les organisations syndicales, mais est-ce qu'ils en voient l'utilité? Pas toujours. C'est l'impression, enfin, on a l'impression que la médiation est perçue avec une utilité un petit peu marginale. Alors, première raison, c'est que le recours au licenciement serait le plus fréquent. Alors, bien évidemment, ça dépend de la culture d'entreprise, mais plusieurs interviewés nous ont expliqué que pour leur DRH, ce qui était le plus simple, le plus rapide et le moins coûteux, c'était de recourir au licenciement. L'un des représentants syndicaux nous dit, quand les services RH s'en mêlent, c'est pour se débarrasser du salarié. Le premier réflexe, c'est de virer. La discussion, ça reste rare. Du coup, on voit bien qu'il y a peu d'espace pour la médiation. Et puis, autre perception, la médiation serait réservée à des situations particulières, à des conflits de haut niveau, de par son coût, et donc pas utilisable pour les salariés lambda, dans cette perception. Autre frein, il y a la crainte que comme la médiation est payée par l'employeur, le médiateur pourrait ne pas être suffisamment impartial et au détriment du salarié. Et puis, dernière chose, pour des conflits plus collectifs entre direction et syndicat, il y a la perception que soit il y a un représentant du dialogue social, soit le dialogue social fonctionne bien et que dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de la médiation. Alors finalement, quelle image ont les organisations syndicales sur la médiation? Une image un peu, au fond, un peu édulcorée, un peu bisounours, c'est un terme utilisé par l'une des personnes qu'on a interviewées, comme si la médiation consistait à mettre un peu les dissensions sous un boisseau, sous un tapis, et que ce ne serait qu'un apaisement de surface qui ne permettrait pas de régler vraiment les problèmes, euh, comme si c'était faire de la calinothérapie, comme nous l'a dit un des protagonistes, ou bien des solutions imposées aux personnes. On va nous forcer à nous entendre. Alors, on a l'impression en filigrane que ce qui se joue, c'est une vision et un rapport au conflit. Est-ce que cela doit jouer sur le positionnement des organisations syndicales par rapport à la médiation? C'est cela? Oui, c'est visiblement pas simple, voire difficile pour les syndicats de préconiser la médiation. Alors, bien sûr, il y a des différences entre les syndicats, car c'est très lié à la perception de leur propre rôle dans les conflits de l'organisation, et chaque organisation syndicale a son positionnement, bien évidemment, vis-à-vis de la direction, vis-à-vis de la façon de gérer les conflits, plus ou moins musclés, et puis le secteur dans lequel intervient l'entreprise joue aussi. Mais ce qui était très intéressant dans cette étude, c'est qu'on a découvert qu'indépendamment de ça, il pouvait y avoir des sensibilités très différentes et que finalement, ça dépend beaucoup des personnes.
par rapport de la relation des personnes par rapport à la médiation. Ce qui est commun chez tous les interviewés, c'est que les syndicats se reconnaissent toujours un rôle de défenseur des salariés, mais on a pu voir que certains syndicalistes pratiquent régulièrement la conciliation, voire même la médiation. Donc, soit en la présentant comme une alternative au judiciaire, l'un d'eux nous dit j'essaye toujours d'expliquer aux salariés qu'il vaut mieux trouver un terrain d'entente plutôt que de partir sur un an de procédure, soit en pratiquant eux-mêmes la conciliation, qu'ils appellent même parfois médiation. Un autre nous dit, dans les conflits entre un manager et un salarié, je me considère un peu comme un conciliateur à partir du moment où le manager a prouvé sa bonne foi. Alors, on voit que les représentants du personnel se vivent d'une certaine façon comme plus à même de faire de la conciliation, voire de la médiation, et que c'est peut-être un des facteurs qui rend difficile le recours à un médiateur extérieur. Isabelle, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui limitent le rôle des organisations syndicales comme prescripteurs de la médiation? Alors, tout à fait. Il y a d'abord la crainte, parfois, d'un affaiblissement de leur positionnement. Leur position serait moins serait plus amoindrie parce que ancrée traditionnellement dans le rapport de force, comme tu le disais, défenseur des droits du salarié que l'entreprise ne respecterait pas. Il y a aussi la question de comment présenter la médiation à la direction sans que ça l'apparaisse comme un échec à leurs propres actions pour pouvoir résoudre les conflits, notamment comme tu en parlais, sous forme de conciliation ou de médiation, alors que ce n'est pas vraiment de la médiation, parce qu'ils se sentent légitimes par leur connaissance du terrain et des salariés. Et ils se sentent légitimes pour guider vers des solutions. Alors, l'un d'eux dit, je vous le lis, parfois c'est juste un problème de compréhension. Il faut rétablir la communication. Quand vous avez la confiance du manager et du salarié, vous êtes un territoire pour rassurer l'un et l'autre et dire à chacun, peux-tu prendre en compte le point de vue de l'autre? On voit qu'il y a un terme qui est fort, c'est territoire, donc un peu chasse gardée. Et en même temps, certains peuvent être parfois enfermés dans un écosystème, dans un cadre de référence avec des stéréotypes, des filtres, tels que la direction ne joue pas franc jeu, ou avec des boucles relationnelles avec les services RH, sans que les uns et les autres s'en rendent compte vraiment, avec des réactions d'attaque et de protection, d'énervement qui sont réciproques entre RH et puis aussi organisation syndicale. D'ailleurs, les acteurs n'en ont pas toujours conscience. Et du coup, dans ce contexte, un médiateur externe, un tiers donc extérieur, peut poser de nouvelles questions avec l'œil du candide et amener les personnes à envisager d'autres solutions un petit peu out of the box. Et enfin, il y a aussi la crainte de la manifestation de résistance, parce que chacun se sent légitime par rapport au conflit et a peur d'être dépossédé de son rôle. Je vous lis les propos d'un d'eux. Le manager considère que c'est son rôle de régler le conflit et les managers n'aiment pas que ça fuite. Le syndicat considère que c'est son rôle comme défenseur. Le RH considère que c'est son rôle. Il fera appel éventuellement à un médiateur en dernier lieu pour montrer que même le médiateur n'y arrive pas. Donc finalement, on voit que on fait appel à un médiateur dans ces cas-là en dernier recours, avec l'idée que ben, il n'y arrivera pas, donc ça prouvera qu'il n'y a pas de solution et qu'il n'y a pas d'échec des autres acteurs. Donc c'est- il faut lever ses craintes pour qu'ils puissent proposer la médiation. Valérie, quels peuvent être les bénéfices pour les organisations syndicales quand ils ont recours à la médiation? Alors, il y en a beaucoup. Peut-être que tu peux faire avancer le PowerPoint, Isabelle. Oui, pardon.
Voilà. L'enquête a montré que la médiation peut et est tout à fait utilisée par les organisations syndicales. Alors, ça demande d'abord qu'elle soit bien identifiée, ce qui est le cas chez beaucoup d'entre eux. Mais là, je voudrais en profiter pour démystifier les idées fausses sur la médiation que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, par rapport au côté bisounours ou câlinothérapie, ce qu'on veut vous dire, Isabelle et moi, c'est que la médiation n'est pas là pour gommer le conflit, mais au contraire pour permettre aux personnes d'aller au fond des choses, de se dire des choses qui fâchent, de se dire ce qu'elles ont sur le cœur, ce qui est possible dans un cadre sécurisé justement par un médiateur. Ceci dit, la médiation demande beaucoup de courage pour aller parler de tout ça. Et puis par rapport aux craintes de partialité du médiateur, celui-ci apporte au contraire son extériorité au système. Il apporte aussi son statut de médiateur, ce qui est important et rassurant. Et puis sa méthodologie de médiation. Alors, ça n'exclut pas, bien au contraire, la possibilité que ce tiers extérieur intervienne en complémentarité avec des médiateurs internes qui peuvent aussi être, dans certains cas, des représentants syndicaux formés. En tout cas, ce qu'on s'est aperçu dans cette étude, c'est que il y a une évolution positive dans le rapport des organisations syndicales à la médiation qui y ont recours ou qui cherchent à la promouvoir. Je vous citerai deux initiatives personnelles d'un délégué syndical qui s'est formé à la médiation et qui réalise en interne des médiations sur prescription de ses collègues qui l'ont vraiment identifié comme le médiateur, mais aussi de la direction qui a identifié l'apport de ce rôle de médiation. Alors, même si ce délégué syndical regrette qu'il n'y ait pas une reconnaissance plus officielle de la médiation dans son entreprise et aussi la possibilité de recruter d'autres médiateurs internes. Le deuxième exemple, c'est celui d'un représentant du personnel qui s'est également formé par ses propres moyens à la médiation et qui a fait intervenir le cadre d'une négociation sur les conditions de travail qui étaient tendues, où il y avait eu une grève, qui a fait intervenir un organisme extérieur médiateur. Alors, même si le constat de ces deux personnes, c'est que quand c'est pas porté par un DRH, c'est plus difficile pour les syndicats d'aller promouvoir la médiation au sein de l'entreprise. En tout cas, il nous semble que c'est des initiatives qui vont vraiment dans le bon sens. Et Isabelle, je crois que tu peux aussi nous parler d'initiatives plus officielles. Oui, tout à fait. Alors, il y a des dynamiques de réflexion, hein. Il y a vraiment une dynamique de réflexion en cours actuellement. Il y a, par exemple, un groupe de travail au sein d'un syndicat qui est en train de réfléchir sur comment développer un service de médiation en interne, à l'instar de ce qu'ils ont fait en coaching. Donc, ça, c'est au niveau d'une fédération. Il y a aussi, par exemple, lors du congrès d'Angers de 2022 sur la médiation au niveau international, il y avait la participation d'une secrétaire d'un syndicat à une table ronde sur les nouvelles conflictualités et les nouvelles modes d'organisation du travail. Il y a aussi des prescriptions par des unions départementales donc ils ont recours à la médiation et puis aussi par des CSE. Alors à ce propos, Isabelle, je crois que tu as des exemples où les organisations syndicales, pardon, oui, s'engagent. Pardon, est-ce que tu peux excusez-moi, est-ce que tu peux nous décrire des situations types de médiation dans lesquelles les organisations syndicales sont partie prenante ou prescriptrices? Oui, tout à fait. Alors, je vais prendre trois exemples totalement différents. Le premier, c'est un conflit interpersonnel qui est proposé par un membre du CSE et le DRH. Le deuxième, c'est un conflit interne, des fortes dissensions au sein d'un CSE. Et le dernier, c'est un conflit collectif avec un blocage, un conflit social entre direction et syndicat.
Alors, le premier, c'est, comment dire, un- on est dans un contexte un petit peu particulier. Il y a eu un PSE, un plan de départ volontaire, et on s'est intéressé jusqu'à présent plus aux personnes qui partaient que celles qui restaient. Et ceci est propice, et c'est un terreau à des tensions, d'autant plus que dans un même service, deux personnes, enfin plusieurs collaborateurs, il y en a un qui est devenu manager. Donc, il y en a un qui s'est senti en mal-être et il a évoqué le mot harcèlement. Du coup, il y a eu une enquête faite en binôme, un DRH et un membre du CSE, délégué syndical et référent à harcèlement sexuel, moral et agissement sexiste. Et ils ont mené l'enquête et ils ont constaté des pratiques managériales, d'une part, des pratiques managériales inappropriées de la part du jeune manager, et d'autre part, une vraie souffrance de la part du salarié. Il y avait eu des arrêts maladie notamment, qui vivait le comportement de son manager comme une persécution à son égard. Alors pourquoi ils ont proposé la médiation? C'est parce que ces deux personnes étaient amenées à continuer à travailler ensemble. Donc la démarche a été proposée, ils l'ont acceptée. Et en réunion plénière, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu expression de la représentation de la réalité de chacun avec des prises de conscience, parfois un peu rudes, notamment pour le manager, parce qu'il a mesuré l'impact de son comportement sur son collaborateur, à savoir une vraie dépression, alors qu'il n'avait aucune intention, et ça c'est important en médiation, il n'avait aucune intention de sa part à son égard, hein, et choc de s'apercevoir qu'il était considéré comme un bourreau. Le mot a été lâché. Alors que pour lui, il se comporte de la même façon avec tout le monde et les autres ne réagissent pas comme ça. Euh, pour le collaborateur, il a réalisé qu'il n'y avait pas d'intention personnelle à son égard, que ce n'était pas une attaque personnelle, que finalement il était maladroit, son manager était peut-être maladroit, qu'il manquait de formation, qu'il n'avait pas non plus les soft skills en lui. Donc ça a permis d'expliquer ce qui se passait pour chacun. Il y a eu la signature d'un accord avec de nouveaux modes de fonctionnement et la demande de passer, la demande au médiateur, donc de ne plus être dans le même bureau. Et vous voyez une petite image, la deuxième. On assistait à une boucle, ce qu'on appelle une boucle systémique, hein. C'est-à-dire que le jeune manager qui n'était pas sûr de lui voulait vérifier le travail de son collaborateur et se mettait derrière lui. Donc, le collaborateur, lui, ça le stressait, il faisait des erreurs. Et pour le coup, bah, erreur que le manager considérait qu'il y avait raison de le continuer à, à le surveiller. Donc, le fait que ça soit accepté qu'il ne soit plus dans le même bureau, et ben déjà, ça a amené, après la médiation, un climat apaisé, moins de tension. Il y a eu une prise de distance donc, du collaborateur physique et psychologique. Et puis surtout, il y a une vigilance du manager dans son comportement vis-à-vis de ce collaborateur. Voilà. Je vous ai mis, en fait, ça a été présenté par Nathalie Mauvieux et Claire Bouteloup lundi, pour ceux qui l'ont suivi. C'était la route Futiac, hein, où on voit le problème, c'est quoi les faits, les positions, et ensuite, on est dans le passé. Et ensuite, ben, les besoins, les valeurs, les intérêts, ce qui se joue pour chacun, compréhension réciproque, et puis après le futur, avec les solutions à envisager. Donc là, c'était de nouveaux modes de fonctionnement entre eux, et un contrat de confiance aussi qui commence à se mettre en marche, enfin, qui a commencé à se mettre en marche, et puis changement de bureau. Alors, je vais passer au deuxième cas. Là, c'est totalement différent. C'est une situation de conflit au sein d'un CSE, avec des tensions qui sont extrêmement fortes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est les impacts, c'est retard de la diffusion des comptes rendus, blocage de l'activité, suspens de décision. Autre impact important, c'est détérioration de l'image du CSE vis-à-vis de l'ensemble des salariés.
Et donc là, c'est la DRH qui a proposé de faire une médiation. Les personnes l'ont accepté. Et en fait, donc on s'est retrouvé dans cet espace de médiation, donc l'espace sécurisé que j'ai mis comme une bulle. Euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est l'expression de non-dit, c'est que ces trois personnes étaient dans le même syndicat aux précédentes élections. La secrétaire, en fait, avait formé deux collaborateurs, enfin deux autres membres du CSE. Et puis après, aux élections suivantes, ils ont changé de syndicat. Donc, dans la configuration actuelle du CSE, il y avait deux syndicats. Et en fait, la médiation a mis en exergue ces non-dits. Ils n'avaient jamais crevé l'abcès à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y avait des interprétations et surtout une sensation de trahison de la part de la secrétaire qui les avait formés. Et finalement, les deux membres avaient changé de syndicat. Et eux-mêmes ont pu exprimer le fait que ils avaient l'impression d'être infantilisés du fait qu'ils avaient été formés par elle, qu'ils n'avaient aucune marge de manœuvre. Donc, la médiation a permis finalement de recentrer sur les intérêts communs, ce qui était vraiment important pour eux, à savoir d'être au service des salariés, le CSE, la mission de recadrer la mission du CSE. Enfin, troisième exemple, totalement différent, c'est la situation d'une usine avec le déclenchement du conflit avant l'intervention de la médiation. Le déclenchement du conflit, c'est le refus de signer la négociation annuelle obligatoire et donc avec plusieurs allers-retours sur plusieurs mois. Alors, il s'agit d'une usine, un site, et c'est une entreprise qui a plusieurs sites sur toute la France. Le déclencheur de la médiation, c'est la grève. Au bout de 3 jours de grève, euh, ça a créé une crise interne et presque externe. Toute l'usine était en grève. Et crise presque externe, pourquoi? Parce que pour le coup, leurs clients avaient un stock à flux tendu, donc s'il n'y avait plus de produits qui leur parvenaient, eux-mêmes étaient amenés à interrompre leur activité. Autre contexte particulier, au vu de la crise de l'emploi, même si cette société, enfin cette entreprise faisait faillite, les salariés savaient qu'ils seraient repris par leurs successeurs, parce qu'il y a une vraie crise de l'emploi dans ce domaine-là. Bon, voilà un petit peu le contexte. Le périmètre, alors c'est le DRH qui est venu me chercher en urgence, parce que c'était au bout de 3 jours de grève, c'était vraiment, tout était bloqué, et c'était l'affolement, et puis aussi la peur que c'est un effet contagion sur d'autres sites. Le périmètre de la médiation, bah, c'est côté direction, il y avait le directeur de l'usine, la direction France côté DRH, et puis au niveau direction groupe international, le directeur des opérations. Et au niveau salarié, il y avait des représentants du personnel et des représentants de service, et dans une moindre mesure, les salariés qui étaient derrière eux. Les étapes de la médiation, ça a été des entretiens individuels, des entretiens en petits groupes, une médiation navette, où vous passez entre les deux, et puis des réunions plénières en grand groupe. Donc, les apports de la médiation. Changement de perception des acteurs les uns vis-à-vis des autres avec une prise de conscience réciproque. Les syndicats, lors des échanges, s'aperçoivent qu'ils ont surestimé la situation financière du groupe depuis plusieurs mois et ils pensaient qu'il y avait vraiment une possibilité d'augmentation sensible des salaires parce qu'ils voyaient la situation financière de l'entreprise beaucoup plus importante, enfin, en bien meilleur état. La direction, de son côté, incompréhension, parce que pour eux, ils jouaient la transparence. Tous les chiffres étaient, vous pouvez les trouver sur Internet, ils en avaient même parlé. Donc, ils ne comprenaient pas. Visiblement, ça n'avait pas été lu, mais ils ne comprenaient pas. Et puis, ils se sont aperçus que la NAO cristallisait autre chose. C'est pour ça que j'ai mis le titre, un conflit peut en cacher un autre. En fait, ce qu'il y avait derrière,
se sont aperçus que c'était un fort mécontentement par rapport aux conditions de travail, et puis aussi une cristallisation des tensions par rapport au directeur de l'usine. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ce sont les conditions de travail qui ont été examinées en premier. Et c'est qu'à la fin des 4 jours, ça durait 4 jours quand même, des 4 jours de médiation, d'aller-retour, etc., que la négociation au niveau des salaires a été actée. Voilà, c'était juste pour vous montrer une, une médiation dans laquelle comment dire, les syndicats étaient impliqués. Alors, lors de la présentation de la médiation, enfin de la démarche de médiation, évidemment, j'ai eu la question, mais vous êtes payé par la direction, donc en fait, vous n'allez pas être impartial. Et je les ai invités lors de cette réunion à leur dire, écoutez, on fera le point à la fin et vous me direz si j'ai été impartial ou pas. Et j'ai eu la réponse. Mais en tant que médiateur, c'est difficile dans ce contexte-là. Il faut être très, très vigilant à cela. Voilà. Je laisse Valérie conclure. Oui, dans tout ce que tu as présenté, Isabelle, on voit bien l'importance des malentendus qui vont être dissipés dans le cadre de la médiation. On voit bien aussi que plus les choses sont prises à temps, le plus tôt possible, plus ça va être intéressant pour résoudre les problèmes. Alors, nous, ce qu'on se dit, c'est que les représentants du personnel, on voit bien qu'ils sont au plus près des salariés et également en contact avec les RH et les directions et qui sont donc les plus à même d'intervenir sur les conflits en amont et d'orienter vers différentes issues, dont la médiation. En même temps, on a bien vu les freins qui les empêchaient parfois de proposer la médiation. Et nous, la question qu'on se pose, médiateur du RME, c'est comment est-ce que on peut aider les organisations syndicales à devenir davantage relais et prescripteurs de la médiation au sein de leur entreprise. Oui, tout à fait. Et puis en même temps, on a réfléchi au RME qui avait peut-être un effet de levier, qui était une clé d'entrée, pardon, qui était la prévention et la gestion des risques psychosociaux. Nous vous remercions pour votre attention et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vais arrêter pour le coup le partage. Alors, voilà. Est-ce que déjà, dans tout ce qu'on a présenté, que ce soit dans les freins ou dans les situations, que les trois situations qu'Isabelle vous a présentées, vous y reconnaissez dans ce que vous voyez des conflits dans votre entreprise? Alors, il y a, pardon, je vois pas les numéros, il y a Anne-Claire et Sophie. Anne-Claire, vous vouliez intervenir? Oui, merci. Merci beaucoup pour cette présentation très, très riche et ce travail du RME. Euh, je m'interroge, et suite au dernier webinaire, sur la possibilité, enfin, sur qui peut être prescripteur. Je comprends que clairement, la direction et la RH d'une entreprise peut le faire. Comme il faut bien payer les médiateurs, il faut bien que quelqu'un commandite et le pouvoir de commanditer. Du coup, je comprends en vous écoutant que les organisations syndicales, enfin les représentants du personnel pourraient, qui c'est qui paye dans ce cas-là? Et j'ai vaguement entendu aussi que des salariés pourraient, mais j'avais posé déjà la question début de semaine à Nathalie Mauvieux. Mais voilà, je m'interroge sur les tuyaux qui sont possibles partout dans tout type d'entreprise et les tuyaux qui sont possibles dans des entreprises plus ou moins grosses où tous ces process sont un peu cadrés, déjà pour bien comprendre la base. Alors moi, je vais peut-être juste donner un exemple. J'ai un membre du CSE qui m'a contacté et il voulait en parler à la DRH, mais voir avec moi d'abord, que je lui réponde à certaines questions. Voilà. Mhm. Et ensuite, il en parlait à la DRH qui m'a recontacté par la suite. Donc ça peut être ça. Et ça peut être aussi un salarié qui en parle au CSE et qui ensuite le CSE va le proposer au RH. Après, au niveau des... Pour l'instant, c'est beaucoup d'entreprises qui prennent en charge la médiation.
Mais je sais qu'il y a des cas où ça peut être une partie du CSE qui le prend en charge ou d'autres. Voilà. Mais Valérie, Merci. peut-être toi, de ton côté, tu as d'autres expériences. Pas forcément pour répondre à cette question. Je crois que les clés pour faire appel à la médiation sont multiples, hein, et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse poser la question dans ce webinaire où il y a visiblement des gens d'un peu tous les acteurs de l'entreprise. Et juste Sophie, pour vous compléter, voulez... les modalités de saisine peuvent être aussi effectivement par un salarié. Et par exemple, chez Arte, les salariés peuvent saisir directement la médiatrice interne. C'est le cas aussi d'autres grandes entreprises. Tout dépend des process qui sont mis en place pour le déploiement de la médiation interne. Très bien. Oui, Merci. tout à fait. Il y a de plus en plus de médiations internes qui sont développées. Et en même temps, moi, je suis intervenue pour deux grands groupes où la médiation interne était développée, mais à certains niveaux, ils préféraient quand même avoir appel à faire à un médiateur externe parce qu'il n'y avait pas une confiance dans le médiateur interne. Donc, ça dépend vraiment. Merci. C'est surtout sur l'inégalité de pouvoir, hein. Enfin, ma question, elle porte aussi sur le fait que la médiation puisse être sollicitée par la plus petite partie des deux Hmm. concernés par le conflit. Oui. Une fois qu'elle a connaissance de ce process, comment peut-elle prendre cette initiative alors qu'elle n'est pas placée au-dessus et elle n'a pas l'accès privilégié, en fait? Il y a Et un c'est pas livre très forcément... éclairant qui s'appelle La médiation interne dans les organisations, que je vous invite à lire. La médiation interne dans les organisations, édition Duno, écrit par Arnaud Stimek et Martine Sipieter. Et alors là, une fois qu'on a lu ça, on sait tout sur la médiation interne. Mhm. Merci. Et il y a aussi des processus de saisine d'un médiateur externe qui sont mis au point par des grands groupes, sans médiation interne, mais avec un processus de saisine particulier quand même, hein, pour pas que ça soit... Il faut qu'il y ait des actions au préalable qui a été fait des tentatives de régulation au niveau RH notamment. En tout cas, quand dans les entreprises, il y a un process de traitement des conflits ou des tensions que les gens peuvent saisir, ensuite, la médiation est une des réponses qui peut être proposée. Sophie? Sophie? Oui, merci pour cette présentation. Il y avait juste une première remarque par rapport à l'expérience qu'on peut avoir, ce que vous évoquiez. Moi, j'ai remarqué qu'il y a des entreprises pour qui c'est dans la philosophie. Euh, et du coup, on a un recours à la médiation qui est assez fluide. J'ai même moi des représentants du personnel qui ont dit dans le cadre d'une médiation interpersonnelle, qui ont dit à la personne qui demandait à être représentée, ils lui ont expliqué que c'était pas leur place, qu'elle allait parler d'elle, du problème, etc. Donc pardon, je constate vraiment qu'il y a des structures dans lesquelles il y a des belles choses qui se font dans un bon état d'esprit où c'est bien avancé et c'est à la fois lié à la DRH qui est sensibilisée à la médiation, c'est à la fois lié au CSE qui s'est plus ou moins formé sur les méthodes alternatives de résolution de différends. Ça correspond aussi à l'état d'esprit des managers et des directions. Et puis, c'est pour ça que j'ai envie de dire, moi, mon constat au quotidien, c'est un peu tout ou rien et d'autres entreprises qui viennent, comme vous le disiez, en dernier recours parce qu'ils ont tout essayé, parce que de toute façon, ils pensent que ça va servir à rien, mais parfois c'est l'inspection du travail ou la médecine du travail qui fait ce genre de préconisation. Et là, effectivement, j'ai envie de dire que tout se passe un peu au forceps, entre guillemets, quoi. Euh, ça, c'était par rapport au constat. Et du coup, j'ai remarqué que par rapport au harcèlement, au premier cas dont vous parliez tout à l'heure, hein, il y a quelque chose qui n'est pas encore bien clair pour moi. C'est dans la pratique comment s'articulent les enquêtes harcèlement et la médiation. Parce que j'ai l'impression que parfois, on me demande une médiation parce qu'ils ont entendu le mot de harcèlement, mais ils y croient pas trop, donc ils veulent pas forcément faire une enquête. Et je voulais savoir, vous, si vous aviez eu ce genre de choses, parce que du coup, j'ai parfois l'impression que la médiation, et moi, du coup, par répercussion, il y aurait une tentative d'un petit peu de manipulation de la médiation. Alors moi, j'interviens quand il y a une enquête de harcèlement non avéré, donc juste après. Voilà. D'accord. En amont aussi,
Ça m'est déjà arrivé, ils ne savent pas, ils supputent que c'est du harcèlement, mais il n'a pas été nommé comme un harcèlement. Et donc, en prévention, que ça se devienne, que ça soit nommé par la suite en harcèlement, ils tentent la médiation. Mais le mot harcèlement n'a pas été écrit. Et souvent, c'est le DRH qui vient vers moi en disant, j'ai peur que ça se transforme en signalisation signalement pardon, de harcèlement. Donc, on va essayer de voir si une médiation est possible. Alors, moi, je regarde toujours si les conditions sont réunies pour faire une médiation, évidemment, hein. Il y a des fois, il y a certaines fois où j'ai l'impression d'être instrumentalisée. Dans ces cas-là, je dis non, je n'accepte pas la médiation. Mais souvent, ça arrive que c'est une tentative. Mais le mot harcèlement n'a pas été écrit, hein. Oui, moi j'ai aussi la même expérience que Sophie d'une médiation quoi, à laquelle on fait appel en disant, voilà, ça montre que l'entreprise a tout essayé, euh, mais, mais on n'y croit pas vraiment. Et peut-être Ok. d'autres ont des expériences différentes, ce serait intéressant de pouvoir en discuter. Bah, je pense que médiations qui se passent dans des contextes de harcèlement sont souvent des médiations très difficiles. Parce que, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle harcèlement? C'est un mot très galvaudé et c'est très fréquent que dans les entretiens individuels, les personnes parlent de harcèlement et quand on leur demande ce qu'elles entendent par harcèlement, parfois elles se ravisent, elles disent, enfin, je veux dire plutôt de l'acharnement, je veux dire plutôt, voilà. Donc, c'est un mot qui est un peu utilisé à tout bout de champ et je pense que ce qui fait vraiment la différence entre la médiation et l'enquête, c'est s'il y a des allégations qui sont écrites ou pas écrites. Parce que si un employeur reçoit des allégations écrites, il est tenu, de par son obligation employeur, de diligenter une enquête. Ce qu'il y a aussi, c'est que après l'enquête, c'est compliqué les médiations parce que si l'enquête n'a pas abouti, comme tu disais Isabelle, à la reconnaissance des faits allégués et donc la personne qui les a formulés, ces faits allégués, elle ne se sent pas reconnue dans son bon droit et la personne qui a été mise en cause, bah, elle se sent mise en cause de façon peut-être injustifiée en tout cas à ses yeux. Ça fait pas forcément des ingrédients de médiation où chacun vient vraiment avec le désir de s'écouter, de se parler et de se comprendre, quoi. Donc voilà, je pense que c'est très compliqué. Et il y a aussi un article qui est le 1152 du Code du travail que pas beaucoup d'entreprises connaissent, qui est que, une personne mise en cause, comme une personne qui se considère victime, peut demander à son employeur la mise en œuvre d'une médiation. Mais l'article dit aussi que le médiateur, dans ce cas-là, il concilie, C'est ça le il problème. formule par écrit, il fait part des risques de sanctions si jamais, etc., etc. Donc, il est plutôt dans un rôle de conciliation, tel que c'est écrit dans Donc, l'article que de médiation. Mais ça existe, il faut savoir que ça existe aussi. oui, tout à fait. Moi, je le présente aussi au DRH, mais cet article qui est quand même assez ambigu puisqu'on dit médiation et en même temps son rôle qui est de, de, Concilier. de concilier. Oui, tout à fait. Euh, Souvent, moi, les enquêtes, quand j'interviens après des enquêtes de harcèlement, les DRH se sont arrangés pour que les gens, la plupart du temps, alors tout à l'heure c'était un contre-exemple, ne travaillent plus ensemble. Mais par contre, sont amenés à se croiser sur le site ou alors lors de réunions. Donc déjà, ça change un petit peu, ça permet enfin, de clôturer un chapitre, la médiation en fait. Il y a deux questions dans le chat. Quid du rôle des médecins du travail comme prescripteurs? Et comment faire rentrer la médiation dans les DUERP? Alors, médecin du travail, ça dépend vraiment des médecins du travail. C'est une question de personnalité, de sensibilité. Il y a une expérience actuellement du côté de Nantes où il y a un médecin du travail qui s'est formé à la médiation. Et j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit, mais le médecin du travail, s'il fait en plus de la médiation, en plus de son activité, ça risque d'être un peu compliqué parce qu'ils sont quand même très surchargés. Mais en même temps, c'est très intéressant cette expérimentation, hein, parce que ça veut dire qu'ils se rendent compte que la médiation peut apporter quelque chose. Donc en effet, on peut avoir des prescriptions de la part du médecin du travail. Euh, Par rapport au DURP, je vais peut-être te laisser répondre, Valérie. Je sais pas. Alors, ça peut être une action, en fait. Ça peut être une action qu'on propose. Quand dans le DURP, il est marqué qu'il y a des risques psychosociaux, à ce moment-là, il faut faire un plan d'action. Et donc, c'est dans le plan d'action, on est obligé de faire un plan d'action annuel où on peut dire qu'on aura recours à la médiation quand cela est possible. Parce que la médiation n'est pas possible dans tous les cas, hein.
Il arrive aussi que les personnes ne veulent même pas être qu'on soit obligé de faire de la médiation navette, parce que les personnes, dans un premier temps en tout cas, parce que les personnes ne veulent pas se rencontrer au départ. Donc, mais en tout cas, ça peut être marqué comme action envisageable dans le plan d'action suite à la détection de risques psychosociaux. Alors, je vois la remarque d'Anne-Claire. Il semble important de former avant d'envisager que les syndicats, médecins, oui, tout à fait, il faut qu'ils soient formés, sensibilisés le plus possible. Et puis, des fois, comme le disait Valérie, ils ont une image édulcorée ou fausse de la médiation. Moi, je suis intervenue certaines fois où enfin, quelqu'un me disait, j'ai déjà fait une médiation et ce n'était pas de la médiation. Mm. En tout cas, nous, on est médiateurs du RME tout à fait désireux de pouvoir présenter la médiation, de pouvoir sensibiliser, expliquer à des CSE, euh, à des organisations syndicales. On propose des webinaires hein, pour justement répondre à toutes les questions. Si je peux compléter pour la médecine du travail, il y a une initiative très intéressante en ce moment qui a fait l'objet d'une vidéo, je crois qu'elle circule sur YouTube, d'un service de santé au travail du côté de Tours, qui à la fois est prescripteur de médiation et qui met à disposition ses locaux aussi pour des médiations. Et dans cette vidéo, on voit la médecin du travail qui témoigne et qui dit à quel point c'est important pour elle voilà, de prendre en charge aussi les difficultés relationnelles. Et donc, c'est encore très timoré, hein, je trouve, moi, le rôle prescriptif des médecins du travail. Mais ça commence à se développer aussi, quoi. Et sur eux, on compte beaucoup parce qu'ils sont vraiment au cœur de l'identification des difficultés relationnelles aussi, quoi. Il y a aussi les inspecteurs du travail, Et oui, aussi. Mm. de plus en plus. Et ils ont quand même un module, les inspecteurs du travail. Moi, je connais la médiatrice de la direction des affaires sociales du ministère des Affaires sociales, ils ont un module de formation, enfin, de sensibilisation. Pas de formation, mais de sensibilisation à la médiation qui peut approfondir s'ils veulent. Je vois qu'il y a dans le chat Eric Catelin qui parle de essayer de l'inscrire dans le PAPRI Pacte. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus Le sur le Papri Pact, c'est un document qui vient après le DERP et qui prévoit ce qu'on met en place par rapport aux risques qui ont été évalués. Ah, C'est d'accord. Hmm. c'est un document C'est correct. obligatoire depuis 2 ou 3 ans, qu'on voit rarement dans les entreprises pour l'instant, hein, parce qu'on en a encore à établir nos DERP suite aux nouvelles règles euh, qui imposent le DERP, les informations consultations du DERP au niveau des CSE, qui ensuite débouchent sur un. Alors, c'est un plan par rapport aux risques qui ont été évalués. Et dans ce plan sur les RPS, pourquoi pas alors, essayer de faire inscrire la médiation comme un dispositif qui pourrait être inscrit dans ce document. Donc, ça rendrait la médiation visible aux directions et aux représentants du personnel. Alors, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, tout à fait. Je ne connaissais pas le terme de PAPRI Pacte, mais c'est le plan d'action à l'issue de quand on a identifié des risques avérés de psychosociaux. Je ne connaissais pas le terme, mais en effet, ça a du sens de marquer qu'il faut avoir recours à la médiation quand c'est envisageable. Ah, Anne-Lise, vous Oui, voulez intervenir? oui, je voulais vous demander, est-ce qu'il n'y a pas quand même, quand le délégué syndical qui s'est formé à la médiation et qui intervient comme médiateur dans un conflit interpersonnel ou autre, il n'y a pas quand même un conflit d'intérêt à son positionnement par rapport enfin, à l'entreprise où il est le rôle classique du délégué syndical qui représente les intérêts des salariés ou qui va négocier? Mm. Est-ce que Alors, ça, ce qu'il nous a c'est... expliqué, c'est que lui. Mm. Ouais, il y a bien évidemment le risque, c'est tout le problème de la médiation interne. Donc, Oui, lui nous a expliqué qu'il prenait soin de jamais intervenir et il a refusé des médiations quand c'était même une d'accord. fois où les deux personnes étaient venues le chercher en tant que médiateur, mais il connaissait les deux et donc lui a Oui, refusé en disant je ne pourrais pas être impartial. Donc là, je crois que mhm. c'est Oui, d'accord. Parce que c'est vrai que ça me paraît compliqué. Enfin, effectivement, oui, oui.
présentation classique du délégué syndical en entreprise, il a quand même un rôle pas forcément impartial, hein. En tout cas, il a un rôle institutionnel dans l'entreprise enfin, oui, à différents niveaux de Oui, défendre tout les à fait. intérêts collectifs et autres. Donc c'est vrai que intervenir comme médiateur en entreprise, c'est une démarche enfin, qui est un peu innovante et il a une présentation modérée. Enfin, pour un DRH qui choisirait un délégué syndical comme médiateur, bon, ça peut, bon, ça doit s'entourer de précautions, j'imagine, hein. Oui, oui, Tout c'est à ça. fait. Il faut bien border au Oui, départ c'est ça. et bien expliquer Ouais, ouais. Ouais, ouais. Même et pour le choisir salarié, aussi même pour les deux personnes qui vont être en médiation, pour qu'elles n'aient pas, effectivement, dans la présentation aussi, une autre image de la médiation et du rôle du médiateur. C'est pour ça que c'est toujours plus facile d'intervenir comme médiateur extérieur, Oui. complètement indépendant. Et là, D'accord. Oui, donc là, vous parlez d'un médiateur, d'un délégué syndical qui serait extérieur à l'entreprise, qui est formé au sein de son syndicat ou formé par intérêt personnel et qui interviendrait dans sa casquette médiateur au sein d'une entreprise. alors peut-être aussi, pourquoi pas, mais sinon, ce qu'on a D'ac- plutôt en tête, c'est un délégué syndical qui a connaissance enfin, d'un conflit pas encore cristallisé, détérioré, qui pourrait proposer la médiation et de faire D'accord. appel à un médiateur extérieur. C'est D'accord, ok, je ça que nous, comprends. on a en tête médiateur du RME. D'accord, ok, merci. Mais avec sa casquette de médiateur pour le coup. Oui, Sa casquette d'accord. de médiateur. Et c'est comme le médiateur interne aussi. La condition, c'est qu'ils ne connaissent pas les personnes. Et souvent, donc, les entreprises D'accord, ont des dispositifs comme d'accord. ça. Et c'est Ça, déjà arrivé vous avez connaissance de ce type de possibilité, d'avoir des syndicats internes à l'entreprise qui interviennent comme médiateurs. On a eu dans les interviews un délégué syndical qui s'est formé à la médiation et qui D'accord, se positionne soit comme délégué syndical, soit comme médiateur à l'intérieur de son entreprise. Et d'accord, il est identifié comme ça et on vient le voir soit comme délégué syndical, soit comme médiateur. d'accord, ok. Bon, bah, c'est intéressant. Merci. mais je pense que c'est plutôt rare pour l'instant. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Nous allons devoir mettre Oui. fin à cette conférence. Nous vous remercions pour votre attention et on vous enverra, si vous le souhaitez, l'article plus en détail sur D'accord. la synthèse de cette enquête et qui a été publiée sur Miroir Social, le site Miroir Social. Isabelle et Valérie, mais juste une dernière question. Il y a un nouvel atelier, une nouvelle conférence demain et je vais pas pouvoir y participer. Est-ce qu'il y a moyen d'accéder au replay? Il faut s'inscrire quand même. Je Ça se pense que fait. Oui, je je pense vais qu'il me faut renseigner. s'inscrire et on Ouais, va. je Il vais y me aura renseigner. moyen, oui, parce que tout est enregistré. Mm. Ok. Donc je m'inscris quand même, même si je peux pas y être. Oui, tout à fait. C'est Mm. l'intérêt. D'accord. Ok, ça Merci à marche. Merci à vous. Merci. tous, hein. Merci pour votre... Merci. Merci pour votre attention. au Au revoir. revoir. Au revoir. Alors, hop, je regarde le chat. Nelly qui veut Nelly de Féligonde. Hum, Oui, Isabelle.